frigo des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Bonjour Gérard Jugnot, et puis merci de répondre à nos questions pour Cinéman. Nous sommes à Lausanne. Oui. Et vous venez présenter, on voit le lac derrière, et vous venez présenter C'est beau la vie quand on y pense, qui sort en Suisse le 12 avril. Oui. Et ce soir, vous serez à Yverdon-les-Bains pour présenter le film, et aussi à Lausanne aussi pour une avant-première, c'est ça? Je crois. C'est ça. Vous savez, moi, ça fait un mois que je suis En tournée? en tournée dans toute la France. Là, j'étais en Belgique hier, aujourd'hui. Donc je sais pas bien, mais je crois que ce que vous dites est vrai. Oui. Ouais. C'est sympa d'ailleurs comme ça d'accompagner les films au fur et à mesure. C'est pas sympa, c'est nécessaire, quoi. Pour moi, c'est nécessaire pour plein de raisons. C'est nécessaire, évidemment, pour que le film, pour lancer un bouche-oreille, pour faire parler du film et pour la promotion. Mais moi, je prends l'exercice autrement aussi, c'est que quand vous avez travaillé comme ça pendant un an sur un projet, vous êtes le nez dans le cambouis comme ça, vous avez fabriqué votre petit bateau et puis on va le mettre sur l'eau, donc c'est important pour moi d'écouter les réactions du public, les rires, les silences, les petits reniflements, parce que le film est un peu entre trois sentiments comme ça, et un petit peu d'émotion, et après de parler avec les gens et d'essayer de comprendre ce qui a plu aux gens, ce qu'on a réussi, ce qu'on a peut-être moins réussi. Et quand ça se passe bien comme celui-là, c'est plutôt facile. C'est plus difficile quand les films sont plus fragiles, pour pas dire ratés. Et ça veut dire que quand vous écoutez ce genre de choses, vous en servez pour le prochain? Oui, et puis surtout, d'abord je m'en sers aussi pour la promotion finale parisienne, l'apothéose, où les journalistes sont moins bienveillants qu'en région. Et puis aussi pour comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on sait. Moi je fais des films pour le public, mais un petit peu aussi pour moi. Enfin, je dis toujours, j'essaie de faire des films d'auteur grand public. Et c'est toujours intéressant de dire, ah tiens oui, pourquoi j'avais fait ça? Mais oui, c'est de comprendre, de faire une espèce de psychanalyse sauvage de l'œuvre pour se dire, tiens, bah oui, c'est marrant, cette thématique, je l'ai encore développée, ou voilà. Alors justement, cette thématique dans ce film-là, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'histoire, déjà qu'on constitue l'histoire? Oui, c'est l'histoire de Loïc, le personnage que j'interprète. C'est un mec qui a un petit peu tout raté dans sa vie, quoi. Il a eu une petite heure de gloire comme pilote de rallye, après il a eu un mariage dont il a divorcé très vite, une femme dont il a divorcé très vite, un enfant qu'il a peu connu, très mal élevé en tout cas. Et puis cet enfant disparaît dans un accident de voiture, c'est en écho avec son métier, et il apprend que son cœur a été greffé dans le cœur d'une autre personne. Donc dans sa petite tête un peu fracassée, culpabilisée, il va essayer de voir à la recherche de qui a le cœur de son fils. Et il va tomber sur un môme complètement loufoque, un môme incontrôlable, totalement insupportable. Qui est François de Bloch. Qui est François de Bloch, un super acteur, un jeune acteur magnifique, qui est un petit con. Et bon, donc dans cette rencontre explosive, ça va être deux orphelins qui vont se rencontrer, qui vont peut-être se réparer mutuellement. Alors vous parlez dans ce film du deuil, de la paternité, de la vie, de beaucoup de choses en fait. Est-ce que c'est des thèmes qui correspondent à ce moment de votre vie? Oh, je pense que j'en ai toujours un petit peu parlé. Quand j'étais plus jeune, je parlais de la paternité vis-à-vis d'un père de cinéma, quand je jouais des rôles. Là maintenant, c'est par rapport à des fils de cinéma ou à des petits-fils de cinéma bientôt. Bon, c'est pas un film sur le deuil, c'est un film sur la renaissance. Ouais. C'est un film sur la deuxième chance, quoi. C'est quelqu'un qui va par chance essayer de revivre ce qu'il n'a pas vécu avec son fils et de peut-être le réussir. Mais parallèlement, ce môme qui n'a pas de référent et qui va prendre ce mec comme référent va aussi lui apprendre à repartir et à se remettre en route, quoi, en road again, comme le chante Lavilliers. Ce que c'est que c'est l'histoire d'un môme qui n'a pas vécu, parce qu'il avait un cœur qui ne marchait pas, et il avait peur de ne pas se réveiller, donc il ne veut plus s'endormir, et un autre qui
qui a arrêté de vivre, quoi. Et donc c'est le clash entre ces deux personnalités. C'est ces deux personnalités, c'est ces deux personnes qui vont se remettre oui, qui vont un vivre et l'autre revivre. Il y a deux petites scènes avec votre fils dans le film qui sont d'ailleurs très, très rigolotes. Qu'est-ce qu'il en a pensé de ce thème vous en avez parlé tous les deux, la relation père et fils? Bah oui, mais enfin surtout, moi j'ai attendu qu'il n'ait pas l'âge du rôle pour pas qu'il y ait collusion, et puis il décidait dans le film comme ça, dans un petit truc marrant, c'était pour dire, vous voyez, c'est pas autobiographique. Un clin d'œil. Dieu merci, je n'ai pas eu ce drame dans ma vie, et le fantasme n'est pas le futur. Donc, mais c'est vrai qu'on a parlé de ça un petit peu, j'avais un peu les jetons de le faire. Il me dit, mais écoute, comment c'est du cinéma? C'est vrai que le cinéma c'est le référent, mais quand même on pense à des choses, quoi. Mais non, je sais pas pourquoi, c'est vrai que la paternité, la filiation, la transmission, c'est un truc que j'ai déjà plus ou moins traité, avec Meilleur Espoir Féminin par exemple, ou même Batignolles un petit peu autrement. Mais oui, c'est quelque chose qui peut-être que... Moi j'ai écrit un bouquin là, sur ma jeunesse et notre jeunesse du Splendide. Et en relisant le truc, je me dis oui, peut-être qu'il y avait quand même un problème avec mon père de communication, et il y a peut-être eu un manque de communication, d'admiration, de transmission. Donc peut-être que je raconte ça là-dedans. Puis surtout, moi, ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était pas du tout un film sur le don d'organes, même si ça en parle. Ce qui est assez étonnant, c'est le cœur. C'est l'histoire de cœur. Le cœur, c'est un truc qui est un muscle, hein, et on met sur le cœur toute l'affection, tous les sentiments. Ce qui est faux, totalement. On sait très bien que l'amour, c'est pas le cœur. C'est un organe. C'est dans la tête, l'amour, même plus bas des fois, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, quand on dit par exemple je t'aime de tout mon cœur, finalement, voilà, ça veut rien dire. Il y a 200 000 expressions qui sont sur le cœur. On envoie des smileys avec des petits cœurs, on fait des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Et donc, dans ma petite tête de scénariste et d'imbécile, je me dis tiens, si on enlève le cœur avec toute l'affection qu'il y a, et qu'on le met dans un autre corps, est-ce que l'affection va suivre? Ce qui est un fantasme absolument idiot, même si les médecins disent que ça se passe. Parce que l'esprit est plus fort que tout, quoi. Et donc c'était ça qui m'intéressait, moi, de voir un mec qui, d'un seul coup, ne veut pas que son fils meure une deuxième fois, et qui va essayer par culpabilité ou par bienveillance, essayer d'être le référent et d'adopter. Mais si vous étiez dans la vraie vie, dans la position de cet homme, vous voudriez savoir qui vraiment a pris le cœur de votre enfant? D'abord, je suis content de ne pas l'être, mais c'est vrai que les scénaristes, ils fantasment. Non, je ne sais pas, parce que si vous voulez, là, le cinéma, ça arrange bien les choses. Le cinéma fait que... On se cache derrière les films. C'est pas ça, c'est que le cinéma fait que, comme par hasard, l'enfant que je vais trouver, c'est un monde qui pourrait être mon fils, quoi. Mais souvent, quand un cœur se promène, il va vers une femme de 40 ans ou vers un monsieur de 50. Donc, c'est difficile de le prendre pour son fils dans ce cas-là. Mais je pense que c'est assez troublant. Non, mais dans les deux sens. Je crois que là, dans les salles, j'ai pas beaucoup de débat là-dessus, mais les gens, de temps en temps, il y a une personne ou deux qui viennent me voir en disant moi, je vis depuis 25 ans avec le cœur de quelqu'un d'autre. Et c'est assez troublant pour eux. C'est moins troublant quand c'est le foie, les poumons ou un autre organe. Mais le cœur, il y a un truc, ce qui est idiot d'ailleurs. Mais c'est ça que je trouvais scénaristiquement intéressant, parce que c'était pourvoyeur de sentiments, justement, d'émotions. Et puis là, ça c'est l'aspect... pas noir, mais enfin mélancolique du film, mais ce qui m'amuse aussi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre ce drame et puis d'en faire une vraie comédie. Mais ça, c'est un peu... Et de faire un feel-good movie, comme on dit. C'est un peu votre marque de fabrique quand même, parce que avec vos précédents films, vous abordez des sujets qui sont plus ou moins drôles, mais vous en faites des comédies. Oui, enfin même pas drôle du tout, hein. Un type qui perd son travail, qui se retrouve SDF, c'est pas drôle. Un type qui manque de basculer dans la collaboration pendant la guerre, c'est pas drôle. Un type qui passe ses vacances en Bosnie pendant la guerre, c'est pas drôle. Et
Mais vous pensez qu'on atteint mieux les gens justement en prenant des sujets graves et en les passant par un peu moi, plus je de comédie. en tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est que si j'ai fait la comédie, c'est pour ça. La comédie, elle est là pour vaincre, pour surmonter le drame, pour l'effacer, pour le vaincre, pour donner des vitamines, pour pouvoir... J'en ai besoin. Oui, je pense. Et ce qui me plaît, c'est que là, le film, je l'ai beaucoup montré, il y a un sentiment de bien-être. Les gens sortent avec la banane, on dit merci, on a passé un super moment, on s'est régalé. Et moi, ça ne me gêne pas du tout qu'ils ne me disent pas oh, quel beau film, magnifique, quel thème vous abordez. Non, je pense que ce qui est important, c'est ces thèmes-là, ils sont là. On les aborde de manière discrète, légère. Ça peut permettre peut-être d'en parler, exactement comme ça a changé sans doute un peu le regard des gens sur les SDF. Il n'est pas formidable. Sur une certaine frange de population. Batignolles a été projeté dans les écoles et ça a permis à des mômes d'aborder ces questions de la Shoah, de la déportation, de la spoliation des biens juifs d'une manière ludique et empathique. Vous savez, Sacha Guitry disait une chose assez juste, il disait si vous lisez le journal, vous n'êtes pas ému. Par contre, si vous voyez un film de fiction, vous allez être ému, touché. Alors que ce qu'on vous raconte, c'est la même chose, et simplement dans la fiction, ce sont des acteurs qui jouent, qui sont très bien payés, qui n'ont pas les problèmes qu'ils évoquent. C'est assez troublant, le cinéma. Et bizarrement, on a besoin de la fiction pour pouvoir s'émouvoir, alors que la vérité ne vous émeut pas. C'est vrai. Moins. Sauf quand elle vous touche de très très près. Mais alors pourquoi avoir attendu 9 ans pour en faire un depuis, c'était Rose Noire? Tant que ça 9 ans? Non. Ah ben ouais, je crois que j'ai... oui. Vous l'avez fait en 2008, Rose Noire. 2008... en 2017. Ça fait 6 ans. Ah non, 7 ans. Non, ça fait 9 ans. Non, 9 ans. Mon Dieu. Mais oui, non, je sais pas, parce que d'abord, Rose Noire, qui était un film que j'aimais beaucoup, n'a pas intéressé les gens. En tout cas, ils n'ont pas été le voir, ils n'avaient pas envie de le voir là-dedans. Et donc, du coup, oui, j'ai écrit quelques sujets que j'arrivais pas à monter, qui ne devaient pas non plus intéresser les gens assez. Et puis, c'est Romain Rochman, le producteur, qui voulait absolument faire un film avec moi. Je lui ai dit, écoute, pas d'idée. Puis je lui parle de cette idée que j'avais. Il me dit, ah, il faut le faire. Et donc, c'est lui qui m'a trouvé de nouveaux scénaristes, parce que le mien avait décliné le truc, ça ne l'inspirait pas. Puis il a porté le film avec moi, et donc du coup, ça me donne envie d'en refaire, parce que ça s'est passé vraiment avec une dream team formidable. Et puis j'ai l'impression que le film a l'air de plaire. Ça redonne envie. Ça donne envie, quoi, oui. Parce que, vous savez, moi je suis metteur en scène ou acteur, vous êtes lié au désir des gens depuis tout le temps. Quand on avait Splendide, quand il n'y avait plus personne dans la salle, on arrêtait. On changeait de spectacle. Donc il faut un petit peu de succès pour pouvoir un peu de rebondir sur un autre. Rebondir sur un autre, puis ne serait-ce que pour rembourser les sous. C'est ça. Il y a aussi une grosse histoire d'argent. Même si ce film n'est pas très, très, très cher. Enfin, moi, je ne travaille pas avec de cacahuètes. J'aime bien que tout le monde soit payé et que ça se passe bien. Alors, c'est quoi votre truc avec la Bretagne? Vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Parce que bon, je sais pas, je vais pas tout raconter, mais non, il y a plein de références. Moi, je voulais opposer le sud-est, avec le Mistral, la Méditerranée, la chaleur, les cigales, avec le côté plus vivifiant, océanique, un peu pluvieux de la Bretagne. C'est pas vrai, il peut pas toujours. Hein. Écoutez, moi j'ai tourné 4 semaines et demie, il n'y a pas une journée de pluie. Ah donc, toute la pluie qui est dans le film, c'est une pluie. La fausse. C'est les pompiers ou la pluie numérique. Donc, il n'y a plus le week-end, bien sûr, quand on voulait aller se promener et pique-niquer. Mais sinon, non, c'est vrai que c'était formidable. Non, pourquoi la Bretagne? Je sais pas, moi j'ai passé des vacances petit, plusieurs années en Bretagne, donc peut-être j'ai souvenir là de Mme Le Cloaret qui était une bigoudenne avec la coiffe en chauffe-eau.
qui avait une bilique là, pour faire ses galettes. On avait pêché des crabes au phare de Cordouan. Il y avait du Queen Amman, du beurre salé, tout ça. Bon, c'est des souvenirs. Hein. C'est des fondamentaux. Hein. C'est pas des clichés, c'est vraiment... moi j'ai présenté le film en Bretagne dans 5-6 villes bretonnes. Ils ont dû adorer. Ils étaient très contents parce qu'ils voyaient bien que c'était de la... Parce que quand on dit, voilà, le Queen Amman c'est quoi? C'est du beurre. C'est ça. Du beurre. Et du beurre. Avec du beurre, et la pâte est là pour la décoration, c'est la vérité. Bah oui. Donc, 44 ans de carrière, 109 films et nommé 4 fois au César, mais pas de récompense. Ça vous attriste J'ai la Légion d'honneur. Ah bon, alors. Mais pas dans le cinéma. J'ai l'ordre du mérite, j'ai les arts et lettres, non, j'ai beaucoup de breloques. Non, ben vous savez, pas de reconnaissance de le César, le César, déjà être nommé c'est bien. Non, ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai été nommé comme acteur sur des films où j'étais réalisateur, et ça, j'aurais préféré être nommé comme réalisateur. Parce que bon, enfin, ça c'est un détail. Non, écoutez, vous savez, les Césars, il faut être dans le bon film au bon moment, avec pas de concurrence. Donc, faut tomber. Moi, je crois avoir été nommé en même temps que Depardieu pour Cyrano, ben, c'est pas la peine d'acheter un smoking. Hein, donc, bon. Alors, les choristes, j'aurais peut-être pu l'avoir. Ça m'a énervé un peu, mais bon. C'est passé. Oui. Et puis, vous avez eu la Légion d'honneur. Oui, non, mais c'est donc, voilà. Le problème, c'est que, vous savez, nous, là, pour le film, on a eu le label des spectateurs UGC. C'est très. Ça, c'est assez rare, quand même. Il y a un film par mois, donc. J'étais plutôt fier. Ouais. Je croyais que c'était des combines avec UGC. En fait. Et pas du tout, non. C'est-à-dire qu'ils montrent le film en fait à tout un tas de gens et les gens leur appréciation. Bon, il faut avoir une note de satisfaction au-dessus de 75. C'est là la reconnaissance. De toute façon, oui. c'est ce que vous avez depuis toujours avec le public. Oui, pas toujours, mais souvent. Souvent. Non, j'ai fait beaucoup de bides. Mais on s'en souvient pas. Et puis, comme je fais des films pour le public, même s'ils les ratent, même si on les rate aussi, hein, ça arrive, on a une seconde chance avec la télévision, le VOD, tout ça. Donc ça c'est... Alors justement, en parlant de ça, il y a chaque année des rediffusions des bronzés, et donc toutes les nouvelles générations les voient les années qui passent. Mon fils l'a vu et a trouvé ça hurler de rire, il a 11 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte et devient intemporel? Il n'y a pas de recette. Vous me demandez des choses, ma pauvre dame, je ne sais pas, c'est peut-être un peu de talent. Pas grand-chose. Et on en a mis beaucoup, je crois, puisqu'on était 6, donc c'est même pas le mien, hein, c'est un talent global. Et puis bon, oui, c'est la chance, peut-être que la chance que ces films soient un petit peu en dehors de la, comment dire, de la... Il n'y a pas de mobilier urbain, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de référence. Pas de voiture, donc ça vieillit mieux. Hein. Des skis, ça bouge pas trop. Et puis le Père Noël, c'est pareil. Ou le Papy, vous savez, les films historiques, chez Batignolles, il vieillit bien parce qu'il était déjà vieux, puisque ça se passait en 42. Donc ça, c'est quand même des trucs. Mais après, pourquoi ces films-là ont perduré? Oui, je pense que... L'autre fois, j'ai revu le Père Noël, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, parce que nous, on ne voit pas ces films. Et j'ai trouvé vachement bien, parce que, en plus, comme on est 6, dès qu'il y en a un qui arrête, il y a tout un autre qui reprend, donc ça fait des films très costauds, très remplis. Mais, vous avez raconté, donc l'année dernière, vous avez sorti un livre qui s'appelle Une époque formidable, qui raconte en fait vos années splendides, parce que vous sentiez le besoin de raconter, de ne pas oublier en fait toute cette période de votre vie. Oui, tant que la mémoire tient, je voulais un petit peu... Oui, puis ça me faisait plaisir de raconter ça à mon fils et à mon petit-fils. Même si au départ je ne voulais pas le publier, et puis finalement on m'a dit donc il y a Grasset qui s'est intéressé, donc je m'y suis vraiment mis. Je l'ai écrit tout seul avec mes petites mains et ça m'a fait plaisir de tremper la Madeleine comme ça dans ce temps qui passe, et puis j'en suis sorti sans aucune nostalgie, hein, mais avec une fierté, en disant putain quelle chance on a eu de se rencontrer. Et les bronzés fruits du ski, ça me touche beaucoup parce que ici en Suisse, parce que le distributeur de mon film, là, c'est Beau la vie quand on y pense, c'est Mathieu Anchose, et son père jouait un des paysans dans les bronzés. Ah bon? Il n'était pas vraiment acteur, il était régisseur à l'époque. Incroyable. Et donc quand il y avait un Suisse, il faisait des petits rôles, et donc je pense toujours à lui quand je viens ici. Il a hélas disparu, mais
c'est un petit souvenir. Est-ce que le reste de l'équipe, c'est-à-dire de Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Michel Blanc, ont eux aussi un désir de raconter cette période? Je sais pas, il faudrait leur demander, je sais pas. En tout cas, ils étaient ravis que je l'ai fait. J'avais un peu, je l'ai fait dans mon coin, donc j'étais un petit peu anxieux. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et ça leur a beaucoup plu. Et ce qui est drôle, c'est que les souvenirs que j'évoque, ils s'en souvenaient pas forcément. Et eux, sans doute, ils en ont toute une palanquée que moi, j'ai oublié. Donc ça, c'est assez marrant, ces trucs-là. Bon, bah, merci. Et puis, bonne chance pour le film. Puis ce soir à Lausanne et à Yverdon. Merci beaucoup. Merci À vous.